Sur la côte normande, au bord de la Manche, face aux rochers du Calvados, s'élèvent des dunes basses qui dominent la mer d'une vingtaine de mètres environ. Au long de ces dunes, éparpillées, des villas d'un style désuet, démodé, construites entre le Second Empire et le début de la Première Guerre mondiale. Elles sont pour la plupart entourées de terrains assez vastes et de jardins dont les fleurs et les plantes pourrissent chaque hiver, dévorés par le sel marin. Les embruns viennent s'incruster dans les murs, donnant à ces maisons un aspect légèrement délabré et vieillot avant l'âge. Seules les quelques propriétés dont les occupants entretiennent régulièrement portes, volets, fenêtres et jardins ont un aspect salubre, habité, vivant. Les autres paraissent mortes. Il existait ainsi sur la côte normande, entre Ouistreham et Courseulles-sur-Mer, une maison assez vaste, construite à la fin du XIXe siècle et que les habitants de la région surnommaient la maison Pasteur, car le grand savant y avait, paraît-il, passé ses vacances jadis. Or, depuis quelques années, cette maison ne vivait plus. Autrefois, une colonie était venue y séjourner et puis, pour des raisons inconnues, plus personne ne l'avait occupée. Et les habitants de la région voyaient peu à peu cette maison mourir. Il y a ainsi, dans les villes comme dans les campagnes, des habitations qui passent de l'état de vie à l'état de mort, se dégradant lentement, sous l'œil indifférent des passants. Mais dans le cas présent, le phénomène était différent. La maison semblait au fur et à mesure des ans se rétracter sur elle-même. Un jour, un pan du toit parut légèrement plus enfoncé que d'habitude. On en conclut que les dernières tempêtes en étaient responsables. La maison possédait une tourelle et cette tourelle était surmontée d'un pignon dont le faîte était couronné par un bouquet de fleurs de thym. Un matin, on retrouva les fleurs de thym tombées à terre. Là aussi, le toit semblait légèrement effondré. Mais curieusement, la maison restait entière. Normalement, quand les ruines se forment, des trous apparaissent dans la toiture et la pluie pénétrant par ces trous ronge peu à peu le reste du bâtiment. Là, pas du tout. La maison était entière, mais telle une structure qui se dégonfle, elle se recroquevillait sur elle-même, comme une petite vieille, ridée, desséchée, vivante mais déjà morte, et qui rassemble ses dernières forces, contracte ses derniers muscles pour tenir debout. Chaque soir, en rentrant de l'école, Nicolas passe devant la maison Pasteur. Nicolas a 12 ans, des taches de rousseur et les cheveux frisés. Il est curieux comme un écureuil, et pour tromper la longueur du chemin, se raconte des histoires de sable et de vent, de nuages transformés en dragons des mers, de maisons-navires qui courent les océans. Nicolas est riche de l'imagination que lui a transmise son père, instituteur, riche de tous les livres de son grenier, et Nicolas n'a peur de rien. Il y a longtemps qu'il s'est promis de franchir un jour la grille de la maison Pasteur. Elle ne tient plus que par un lambeau de chêne rouillé. Le jardin est envahi de choses innommables, jetées là par les habitants des maisons voisines. Bouteilles, vieux cartons, cafetières trouées, chaussures esselées. Aujourd'hui, Nicolas a décidé d'entrer et la grille veut bien grincer complaisamment pour l'y aider. Il traverse le jardin, plein d'immondices, hérissé d'herbes folles, et s'approche d'une fenêtre entr'ouverte au rez-de-chaussée. Prudemment, Nicolas jette un œil, avec le sentiment, connu de tous ceux qui pénètrent en territoire étranger, d'être vaguement coupable, presque voleur. Il aperçoit l'intérieur d'une pièce, faiblement éclairée par le soleil couchant. Il voit des meubles et un parquet ciré, dufteux de poussière, figé, intact, irréel. Il s'attendait à voir des murs au papier en lambeaux, mais non. Le papier est sur le mur, lisse, sans accroc, sans tache d'humidité. Les meubles, les fauteuils, ont l'air d'attendre un quelconque visiteur. Au fond de la pièce, Nicolas aperçoit une porte ouverte donnant sur une cuisine, et dans cette cuisine, des casseroles de cuivre accrochées au mur, brillant d'un reflet étrange. Nicolas hésite à peine. Il veut voir plus loin. L'envie lui prend de visiter la maison, de s'y installer quelques minutes, le temps d'imaginer une histoire et de rêver un peu. Sa petite main se pose sur le volet, bien à plat pour le repousser, et il la retire aussi vite, stupéfait, avec le sentiment d'avoir touché quelque chose de vivant, quelque chose qui s'est enfoncé sous la pression de ses doigts, sans résistance, souplement, comme une éponge. Et là, devant ses yeux, à l'endroit où il vient de poser la main, Nicolas voit sa propre empreinte. Les 5 doigts et la paume, incrustés dans le bois du volet,
dessinées comme dans de la glaise ou de la pâte à modeler. C'est un peu effrayant. Et Nicolas contemple tour à tour sa main et l'empreinte et sa main. Comment a-t-il fait? Ce volet est en bois. Personne ne peut imprimer sa main dans du bois. Un vague nœud de peur lui serre l'estomac, tandis qu'il fait une autre tentative, de l'index, cette fois, timidement, doucement, avec une sorte de répulsion instinctive. Le bout de son index effleure le bois, puis le pénètre sans effort sur un petit millimètre. Et cette fois Nicolas recule précipitamment. Cette fois il a peur, vraiment peur. La maison est une chose vivante, qui va l'avaler tout rond. La maison n'attend qu'une chose, c'est que le petit Nicolas entre chez elle pour l'engloutir. Soudain le soleil couchant a des reflets violets. La poussière devient menaçante, les fenêtres ricanent et les murs rétrécis se couvrent de 1000 rides complices. Et Nicolas court, franchit la grille et court, entraînant son cartable jusque chez lui. « Papa, papa, la maison Pasteur est vivante, c'est un monstre, elle a voulu m'avaler !» L'instituteur connaît l'imagination de son fils, mais il sait aussi que Nicolas n'est ni peureux ni menteur, et il le laisse raconter son aventure. C'est vrai que la maison Pasteur ne ressemble pas aux autres. C'est vrai qu'elle ne meurt pas comme les autres, qu'elle ne s'effondre pas. C'est vrai qu'elle a l'air recroquevillée sur elle-même comme une momie intacte et fragile. Bizarre. Alors malgré le soir qui tombe, malgré la mère qui va servir la soupe, le père et le fils, main dans la main, s'en vont à la rencontre de l'étrange. Et la maison les regarde arriver, silencieuse, ratatinée comme une vieille pomme. « Tu vois, papa? C'est là, regarde, c'est ma main. » Le père examine l'empreinte avec étonnement. Les dernières lueurs du jour éclairent la pièce, le parquet, les murs, les casseroles de cuivre. Peut-on entrer? N'y a-t-il vraiment personne dans la maison Pasteur? Il faut s'en assurer. Le père et le fils font le tour du jardin et découvrent une petite porte, fermée par un simple crochet. Cette porte donne accès à un couloir cimenté qui mène au hall d'entrée. Il est pavé de dalles de marbre, blanc et noir. Nicolas et son père avancent vers le salon au parquet ciré. Prudemment, l'instituteur lève un pied. Prudemment, il le pose sur le parquet. S'il y avait eu une cave sous la maison, il y serait tombé. Le bois de ce parquet n'est pas du bois, c'est une matière molle qui s'enfonce à chaque pas, comme si on marchait sur de la pâte à modeler. Cela donne une sensation étrange, et l'homme et l'enfant hésitent à poursuivre leur inspection, mais la curiosité l'emporte, et les voilà tous les deux en plein cauchemar. Au toucher d'une main, les lambris s'éparpillent en poussière. Une porte se disloque lentement, comme au ralenti. La première marche d'un escalier disparaît au premier pas, puis la deuxième, et la troisième, et la rampe de bois s'évanouit comme un serpent poussiéreux. Tout meurt, tout s'envole. Placards, portes, lambris, parquets. En sondant les poutres de la pointe d'un couteau de poche, l'instituteur s'aperçoit qu'elles ne sont plus qu'éponges. Tout ce qui est bois dans cette maison est devenu spongieux. Si l'on ne touche à rien, la maison est intacte, maintenue en équilibre par l'immobilité des choses, par leur disposition. Mais dès que l'on effleure quelque chose, cela disparaît, s'écroule, s'effrite, et rompt l'équilibre magique qui garde à la maison son apparence presque normale. C'est donc ce phénomène si particulier qui, au long des années, donnait aux passants intrigués l'impression que la maison se recroquevillait, se ridait, et n'en finissait pas de vieillir sans tomber. Et Nicolas, un peu tremblant, demande à son père. « Papa, est-ce que toutes les maisons meurent ainsi quand on ne les démolit pas ?»« Non. Il s'est passé quelque chose. Je crois savoir quoi, mais je n'ai jamais vu cela de ma vie. C'est terrifiant. Il faut prévenir le maire immédiatement. » Le lendemain, sur ordre du maire, la maison fut considérée comme dangereuse et une équipe de démolisseurs l'investit avec prudence. On démolit le plancher de la salle à manger, et sous ce plancher apparut une chose immonde, une sorte de plante de la nuit et de l'ombre, une plante dévoreuse, noire comme l'enfer, sorte de pieuvre née de la terre, aux 1000 tentacules et qui porte un nom. C'est un champignon, hautement vénéneux, le Merullius lacrimans. Il se nourrit de bois, comme les vampires de sang. Il pousse ainsi parfois sous les charpentes et sous les maisons, lentement, insidieusement, inexorablement. Au début, c'est un champignon minuscule qui ne mesure guère plus d'1 centimètre. Mais si le bois lui convient et s'il est bien nourri, il lance un premier tentacule, un filament fin et noir qui va s'accrocher un peu plus loin sur le bois pour le sucer et s'en nourrir, le vider de sa substance et s'en repaître. Puis, le cœur du champignon grossit et lance un autre tentacule, ailleurs, puis un autre, des centaines, des milliers, des milliards d'autres. Ainsi, sous le plancher de la maison Pasteur, un champignon s'était installé
et chaque tentacule qui le nourrissait le faisait grossir et proliférer, devenir énorme. Cette pieuvre noire et fantastique avait ainsi enlacé toute la maison dans ses bras mortels. Telle une sangsue gigantesque, elle s'était nourrie du bois par le cœur, ne laissant que l'extérieur des choses intactes. Comme un assassin, camouflant un crime immonde. Il fallut bien sûr abattre la maison, car elle présentait un danger. Mais il fallut aussi terrasser la bête, exterminer ce champignon immense et colossal qui menaçait de s'attaquer aux maisons voisines. Il suffit d'un germe du Merulus lacrimans pour qu'il se reproduise ailleurs et ne laisse sur place que des cadavres de maisons exsangues, des momies desséchées. Alors, ainsi que firent les Romains pour détruire Carthage, les hommes brûlèrent la terre et répandirent du sel pour que rien ne repousse pendant des années et des années. Aujourd'hui, entre Courseulles-sur-Mer et Ouistreham, demeure un carré désert de 5000 mètres environ, au bord de la mer. Il est éternellement jauni, même au printemps, même lorsqu'en Normandie renaît l'herbe verte et tendre. C'est l'emplacement maudit de la maison Pasteur, assassinée par un champignon et morte avec lui dans le sel de la terre.